Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce dernier Quiz and Talk. Donc, nous sommes ravis d'accueillir Yacine et Eya qui vont se présenter tout à l'heure. Donc, deux jeunes docteurs entrepreneurs que nous avons la joie d'accueillir, qui vont nous partager leur expérience de leur participation au concours e-PhD. Donc, les Quiz and Talk, en fait, pour vous recontextualiser cet épisode, sont des événements en ligne qu'organise en fait Pépite. Donc, ces événements ont pour but de favoriser en fait le lien avec nos jeunes chercheurs et doctorants sur l'entrepreneuriat. Donc, les Pépites, en fait, on est vraiment des pôles dédiés à l'entrepreneuriat étudiant. Nous avons un réseau de 33 pépites répartis sur tout le territoire. Donc, mes collègues vont vous remettre les liens pour que vous puissiez trouver le pépite le plus proche de chez vous. Donc, n'hésitez pas en fait à nous contacter. Donc, nos missions en fait consistent à informer, à sensibiliser, à accompagner en fait tous les étudiants qui ont un projet entrepreneurial. Donc vraiment, si vous êtes dans une phase d'idéation ou même vous avez un projet un petit peu plus avancé, n'hésitez pas à contacter nos pépites. On sera là pour vous accompagner dans vos démarches. Donc pour vous redonner des informations sur le concours aujourd'hui qui nous intéresse. Donc il s'agit en fait d'une initiative du gouvernement organisée en partenariat avec BPI France. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas BPI, c'est vraiment un acteur incontournable en fait de financement public dédié aux entreprises. Donc, c'est un concours très intéressant destiné aux jeunes docteurs et aux doctorants qui ont déjà soutenu leur thèse jusqu'à 3 ans, qui ont des envies entrepreneuriales et qui auraient besoin de visibilité, d'accompagnement et de financement. Donc, vous avez jusqu'au 30 mars pour candidater au prochain concours. Donc, Yacine et Eya vont nous expliquer un petit peu comment ils ont fait pour candidater et nous donner tous leurs conseils aussi pour essayer d'être lauréat de ce concours-là. On vous remettra tous les liens dans le chat pour que vous puissiez télécharger le dossier et regarder tout ça à tête reposée. Donc, c'est aussi un moment où n'hésitez pas à poser vos questions en direct à Eya et Yacine, ils sont là pour y répondre. Vous pourrez aussi les contacter par la suite pour leur poser aussi des questions peut-être que vous n'aurez pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. Donc, pour me présenter, donc, je suis Magali Jacquet. Moi, je suis chargée de mission au sein du Pépite Écrin à Toulouse. Mes collègues et moi des autres pépites, on a formé un groupe qui s'appelle Pépite PhD et on est là pour vraiment accompagner tous les jeunes chercheurs et docteurs sur leurs envies entrepreneuriales. Sachez que tous les épisodes seront disponibles en replay dès la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube Pépite France. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner. Il y a plein de sujets très intéressants. Donc, Eya et Yacine, je vous propose de vous présenter celui ou celle qui a envie de démarrer. Peut-être nous expliquer un petit peu le sujet de vos recherches, nous présenter votre projet. Et puis nous dire un petit peu à l'instant T où vous en êtes de votre projet. Eya, tu veux commencer? On t'entend pas, tu as ton micro qui est coupé, je crois. Parfait. Moi, je suis pharmacienne de formation. J'ai fait ma thèse à l'Université de Strasbourg sur la chimie des matériaux avec spécialité en biomatériaux. Donc, au cours de ma thèse, on a identifié une nouvelle formulation de matériaux à base 100% à base de protéines. Et cette découverte a conduit au dépôt d'un brevet et la valorisation par un projet de maturation financé par Connectus. Donc, c'est la STAT régionale.
Et après, en fait, à toutes ces interactions avec Connectus, j'ai commencé à à rentrer un peu dans l'écosystème, on va dire, de l'innovation. J'ai découvert le concours et c'est nos chargés d'affaires chez Connectus, en fait, qui m'ont poussé à candidater. Et suite à ça, j'ai découvert un peu le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes sur la voie de création d'entreprise, donc pour exploiter cette technologie, pour développer des outils de délivrance de médicaments qui sont performants. Et donc, voici un peu là où on est aujourd'hui pour le projet. Quand tu dis, Eya, que tu es sur le point de créer l'entreprise, tu estimes à peu près à quel moment en fait? On est sur du très court terme, du moyen Oui, terme? très court terme. Donc, on est à quelques mois près. Donc, là, Ok. on est en pleine rédaction du dossier. Donc, c'est la suite du IPHD, donc c'est le concours iLab. Et avec ça, on a vraiment démarré. On est déjà incubé chez l'incubateur local CEMIA, donc Equest for Health. Donc, ça avance très, très bien. Ok, super. Yacine, tu veux nous parler de ton projet, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors d'abord, merci pour l'invitation Magali et ravi de te revoir Eya. Avec Eya, on est lauréat IPHJ 2021, donc on fait partie de la même promo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis Yacine Esmili, j'ai un doctorat en mathématiques théoriques. J'ai soutenu ma thèse un 20 septembre 2020 et une semaine plus tard, j'étais dans ma nouvelle casquette d'entrepreneur. Nourri d'une expérience aussi en tant qu'enseignant qui m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de manques dans l'éducation aujourd'hui, notamment dans l'enseignement des mathématiques. Et la réponse que j'ai apportée au départ à l'origine de ce projet est une réponse technologique qui vise à construire ce qu'on appelle un assistant pédagogique intelligent. L'objectif, c'est d'avoir des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre de faire passer un élève d'un état A des connaissances vers un état B des connaissances plus avancé. Et l'objectif, c'est que l'itinéraire qu'on emprunte soit le plus personnalisé possible. Voilà, donc ça, c'est les grands thèmes de recherche qu'on a aujourd'hui. C'est pour ces technologies-là qu'on a été valorisé au IPHD. Et on a développé cette technologie en partenariat avec INRIA. Donc j'ai été pendant un an accompagné dans la maturation scientifique du projet chez INRIA. Aujourd'hui, je suis incubé à Euratech. On est 8, on est 3 associés. On prévoit un lancement de notre plateforme qui va être une application mobile pour la rentrée prochaine. Et on va adresser le niveau de troisième. Et super. Quand tu dis que une semaine après, tu t'es retrouvé dans une nouvelle posture, comment tu expliques en fait ce délai hyper court? Est-ce que tu avais déjà réfléchi à une envie d'entreprendre, de valoriser tes travaux de recherche? Comment en fait tu as fait le lien avec tes travaux et ton envie d'entreprendre? Alors, d'abord, j'aimerais dire que c'est pas parce qu'on fait une thèse qu'on est destiné à faire de la recherche toute sa vie. Moi, j'ai d'abord fait une thèse en maths parce que j'avais une passion pour cette discipline que je trouve merveilleuse. Et puis, j'avais quand même l'idée de me lancer dans un projet entrepreneurial. Donc, j'ai eu plein d'idées qui ont gravité la dernière année où j'étais en thèse pour pouvoir étudier toutes ces idées-là, parler avec des gens, confronter le marché. Et puis, il y en a une idée qui a particulièrement collé avec ce que j'avais envie de faire, la mission que je me sentais d'incarner à ce moment-là, en rapport évidemment avec l'enseignement des mathématiques. Donc, la dernière année de ma thèse, j'avais commencé à vraiment prendre le sujet à cœur, à me dire que j'allais devenir entrepreneur. Et donc, je me suis donné les moyens pour que, juste après ma thèse, je puisse enchaîner et avoir un accompagnement dans cette nouvelle casquette de ma vie. Ok, ça veut dire que quand tu as commencé à réfléchir à l'envie d'entreprendre, tu t'es renseigné auprès de structures, peut-être est-ce que tu as entendu parler de justement des pôles pépites ou est-ce que tu as rencontré peut-être des incubateurs en amont? Enfin, comment tu as nourri en fait cette démarche? Avec plein de petites choses. Bon, déjà, il faut être plus ou moins convaincu qu'on veut faire ça. C'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Mais une fois qu'on est convaincu de faire ça, il faut se donner les moyens. Donc, ce que j'avais fait, c'est suivre une formation doctorale pendant que j'étais en thèse, une formation doctorale qui s'appelait Créer son activité.
Et donc, on avait une première initiation à des ateliers de co-design pour essayer de faire émerger une idée, etc. Donc ça, c'était une première, ça débouchait sur un pitch. Et donc, on commence déjà à acquérir un peu le langage startup. Quand on vient du monde de la recherche, c'est complètement différent. Il y a d'autres codes. Et le fait d'avoir suivi cette formation, ça a débouché sur un pitch. Et puis, le pitch avait plu et on m'avait proposé de participer à un autre concours qui était organisé par INRIA. Et l'idée, c'était justement de cet événement, c'était de connecter des porteurs de projets à des expertises développées en laboratoire. Et donc, une fois que j'ai participé à ce concours, le projet avait plu et on nous a proposé de non seulement candidater à un financement de la part d'INRIA, mais aussi de collaborer avec des chercheurs qui sont vraiment spécialisés dans les thématiques liées à notre activité. Donc voilà, c'est comme ça que le chemin s'est fait, en faisant des formations, puis chaque formation apportera des opportunités, des possibilités d'aller un peu plus de l'avant à chaque fois. Ok. On a Christelle qui nous pose une question. Quel a été le facteur déclenchant de ton envie d'entreprendre? Alors, il y en a plein, je pense. Enfin, si la question, c'est pour moi, je me permets de répondre, mais je pense qu'il y a plein. Il n'y a pas juste un seul facteur. On pourrait parler du fait que, déjà, on se rend compte qu'il y a un problème à résoudre. Je pense que l'entrepreneuriat est d'abord axé sur ça. C'est une frustration de ne pas pouvoir voir une solution à un problème qu'on a identifié. Et ce problème est plus ou moins, selon l'importance qu'il a, eh bien, ça vous engage à vous lancer là-dedans. Il faut aussi que ça coïncide avec ce que vous voulez faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes à résoudre, mais pas tous sont bons à résoudre par vous. Vous avez un profil particulier. Donc, on parle du moi entrepreneurial, ou on parle de founder market fit, c'est-à-dire à quel point est-ce que ton projet est en harmonie avec ta mission intérieure et ce que tu as envie de faire. Et puis, il y a d'autres aspects. Moi, j'ai toujours voulu être indépendant, de ne pas nécessairement dépendre d'une forme de hiérarchie. Donc ça, c'est des éléments qui ont motivé ma fibre entrepreneuriale, on va dire ça comme ça. Ok. Pour toi, Aya, aussi, c'était aussi une volonté d'être indépendante voilà, quelles étaient aussi tes motivations? Pourquoi tu t'es tournée vers l'entrepreneuriat? Alors moi, il y a pas mal de points communs, je pense, avec Yacine. Donc, il y a pas mal de points communs de toute façon dans cette volonté de la part des entrepreneurs. Mais moi, ce qui me passionne particulièrement, c'est de construire. Et en fait, c'est le point commun qu'il y a entre la recherche et l'entrepreneuriat. Quand j'ai commencé ma thèse, on commence avec une ligne, c'est le titre de mon sujet de thèse, et je construis mon projet. Et ça, j'ai beaucoup adoré. Donc, la suite, c'était soit je continue dans la recherche, soit dans la recherche académique, soit dans le public. Mais moi, je voulais autre chose. Je voulais continuer à construire, en fait. Et c'est là où l'idée de l'entrepreneuriat, que pendant ma thèse, je n'ai pas forcément, surtout au début, les 2 premières années, je n'ai pas forcément envisagé, en fait, ça a fait sens. Ça a fait tilt parce que je peux continuer, je peux faire l'étape suivante de ma thèse, l'étape suivante de mon projet, et donc de pouvoir construire quelque chose et de pouvoir expérimenter. Parce qu'en fait, alors, si je vais peut-être lancer un restaurant ou un modèle qui est déjà en place, là, il y a probablement une feuille de route qui est applicable à tout le monde, ou en tout cas au plus grand nombre. Mais quand il s'agit de construire une start-up, c'est vraiment très spécifique. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne sait pas. Il n'y a pas de recette préfaite. C'est à moi de trouver la recette, c'est à moi de la tester. Et en fait, avec ça, il y a des points communs. Il y a ce qui me plaît dans la recherche, en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est d'expérimenter et de construire. Et surtout de construire pas toute seule, mais de construire ensemble. De voir que non seulement moi, je suis convaincue et j'arrive à trouver ce qui me passionne dans mon projet, mais aussi j'arrive à convaincre des gens et à créer une sorte de volonté de groupe de construire tous ensemble. Et ça, c'est hyper motivant. Et moi, c'est ça qui me passionne dans l'entrepreneuriat. C'est de moi construire et d'engager d'autres personnes, de voir qu'il y a d'autres personnes qui croient suffisamment au projet pour en fait investir leur temps et leur énergie et leur argent, puisqu'ils seront où ils sont mes cofondateurs. Ok. Donc, ça veut dire, est-ce que tu as constaté comme Yacine peut-être un manque d'information ou peut-être d'intérêt, si je peux dire, en lien avec l'entrepreneuriat de tes autres collègues chercheurs? Est-ce que vous en parliez entre vous? Comment ça se passe? Est-ce que tu as réussi du coup à embarquer aussi peut-être d'autres personnes avec toi dans ce projet, à leur communiquer ta passion?
Voilà, parce que c'est vrai que très souvent, ce qu'on peut constater, nous, c'est que l'accès à l'information, la possibilité d'entreprendre pour un jeune chercheur n'est pas forcément évidente, tout simplement parce qu'elle n'est pas connue. Donc, ça serait intéressant que vous nous fassiez votre retour tous les deux sur ça et voir comment, effectivement, comment vous avez réussi à stimuler aussi peut-être l'envie d'entreprendre à d'autres collègues chercheurs comme vous. Je peux Je peux commencer répondre. peut-être Oui, Allez, un bout de vas-y. réponse et je te laisse après. Dans mon cas, en fait, c'est un cas peut-être peut-être que je pense que c'est particulier, mais que ça ne l'est pas. En fait, je viens du domaine pharmaceutique et de la santé. Il y a plein de besoins, il y a plein de technologies, mais le problème, c'est que c'est tellement, on va dire, ça fait peur, en fait. On a l'impression on n'est pas, quand on se lance dans la voie de l'entrepreneuriat dans ce domaine, on ne se dit pas, en fait, on a peur, il y a de la réglementation, les enjeux sont tellement énormes et les besoins en fond sont tellement énormes. Et derrière, le succès n'est pas uniquement dépendant de ma capacité à produire un travail, mais il est dépendant si moi je développe une molécule et que je travaille dessus pendant 10 ans et que je passe aux essais cliniques et qu'elle ne marche pas, c'est fini. Et en fait, ça, c'est terrifiant. Et en fait, comment réussir à motiver les autres, c'est de leur dire que même s'il y a un risque qui peut être conséquent derrière, aujourd'hui en France, on a de la chance parce qu'on a des structures qui permettent de limiter l'impact négatif du risque et de maximiser derrière en fait ce qu'on va en apprendre et se dire que même si ça ne marche pas au bout de 10 ans, au bout de 10 ans, on a quand même construit quelque chose, on a un réseau, on a appris plein de choses et que derrière, on pourra exploiter ça pour retrouver une autre carrière, pour retomber sur ses pattes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dédramatiser, en fait, de se dire que ma carrière, c'est ce que j'en fais. Et derrière, aussi de croire que, d'accord, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai développé pas mal de choses, il y a beaucoup de mérite à faire de la recherche, mais derrière, est-ce que je veux que mes résultats restent dans un tiroir et dorment ou est-ce que je veux les mobiliser? Et en fait, il y a plein des technologies super intéressantes, en tout cas dans le domaine de la santé, mais il y a très peu qui aboutissent à un produit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des personnes. Parce qu'aujourd'hui, la technologie à elle seule ne suffit pas. Il faut des personnes pour les porter. Et donc, quand on est tous ensemble, en fait, on arrive à porter des choses. Et à un moment, il faut se dire, OK, j'ai développé plein de trucs, mais il faut que j'avance. Et il faut que si je veux que ce que j'ai développé serve, il faut que je le porte. Et en fait, c'est cette volonté. Et ça motive les gens. C'est comme ça, en tout cas, moi, j'ai réussi à convaincre mon équipe. Et aussi, j'ai beaucoup de chance parce que les chercheurs, aujourd'hui, en tout cas, ils sont beaucoup plus sensibilisés à l'entrepreneuriat et ils comprennent qu'on n'est pas tout seul, il y a un écosystème autour et qu'on va trouver en fait l'aide qu'on a besoin pour pouvoir avancer tous ensemble et réussir. On a beaucoup plus de chances de réussir ensemble que tout seul. Et vous êtes combien aujourd'hui dans ton projet, en fait, EIA? On est 6 cofondateurs aujourd'hui. 6 cofondateurs. Et au niveau des compétences, comment vous ventilez cette organisation? Vous êtes tous chercheurs ou ils ont des profils différents? Alors aujourd'hui, on est tous chercheurs, on est tous scientifiques dans une gamme de scientifiques qui est assez transversale parce qu'on vient de domaines différents. Il nous manque, c'est vrai, un côté business, un côté commercial, donc qui seront embauchés dans le futur. Mais pour le moment, on pense que le côté scientifique est très important parce qu'on est en amont d'une phase de R&D qui est très intense. Et dans cette phase, en fait, et en plus, on se rend compte que, en tout cas dans notre domaine, les investisseurs et nos interlocuteurs, en fait, ce n'est pas des personnes qui connaissent rien. Au contraire, j'ai eu des investisseurs qui posent des questions très pointues scientifiquement. Et donc, avoir une équipe de scientifiques dans notre domaine, en tout cas, ça joue en notre faveur. C'est vraiment tout un avantage. Parce que les personnes en face de moi ont plus de bagages scientifiques que moi. Donc, en fait, en m'entourant de scientifiques seniors, et c'est ce que j'ai fait, en fait, j'optimise mes chances de pouvoir apporter des réponses et de pouvoir convaincre derrière.
Ok. Et ta démarche entrepreneuriale et notamment ta participation au concours t'a permis de rencontrer des personnes de l'écosystème justement qui sont venues renforcer ton projet? En fait, ça m'a permis déjà, le réseau était très important parce que ça m'a permis de découvrir plein de choses, de découvrir d'autres technologies, d'autres points de vue et de découvrir les expériences des autres. Et ça, c'est très intéressant pour apprendre, pour faire. Parce que même s'il n'y a pas de recette qui est préfaite, en fait, il y a des points communs entre moi qui fais mon IPHD et Yacine qui fait son IPHD dans deux. Moi, je fais de la pharma, lui, il fait complètement autre chose. En fait, il y a quand même des points communs et il y a aussi des erreurs communes qu'on peut anticiper et on peut éviter en faisant partie en fait de ce réseau. Il y a des conseils, par exemple en business, je pense que ça s'applique à moi, ça s'applique à savoir faire un business plan, par exemple. Oui, Ça, je pense que Yacine sait le oui. faire pour son domaine et je sais le faire pour mon domaine. Et ça, je l'ai appris en faisant partie de cet écosystème, en bénéficiant des formations à PhD pendant 1 an quand même, c'est des formations en business, donc c'est tout ce qui n'est pas scientifique, ça c'est hyper important. Ok. Donc, Ok, c'est intéressant. Du coup, Yacine, tu peux nous expliquer un petit peu, toi, les dotations que tu as reçues et justement insister un peu plus sur cette partie accompagnement, formation. Alors, si je comprends bien, donc vous avez des formations assez généralistes sur la partie bizdev, peut-être l'aspect commercial, etc., pour vous éloigner aussi de la technique. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Est-ce que tu as intégré un incubateur? Du coup, tu nous en parlais au début. Est-ce Ouais. que tu étais mélangé avec d'autres scientifiques ou est-ce que tu avais d'autres porteurs de projets qui n'avaient absolument rien à voir avec la thématique technologique que toi tu portais? Comment ça s'est organisé tout ça? Alors, il y a plein de questions dans ta question. Je vais peut-être vous raconter l'itinéraire rapidement. Donc, je vous ai dit, j'ai passé un an au Startup Studio d'INRIA pour l'accompagnement de la maturation scientifique, donc collaborer avec des chercheurs, mettre au point une Ok. techno. Ensuite, chronologiquement, j'ai intégré un incubateur qui s'appelle Eura Technologies, qui se trouve à Lille. L'objectif, c'était que je puisse monter en compétence sur des thématiques business et de préparer le go-to-market, le lancement de mon produit et d'étudier plus précisément ma cible. Donc ça, je n'avais pas forcément vu cette dimension au Startup Studio qui était axée plutôt euh, scientifique, maturation scientifique. Et puis en parallèle, il y a eu l'accompagnement à PhD qui est venu un peu plus tard. Donc à un moment Ouais. donné, je me suis retrouvé avec différents types d'accompagnement. Alors c'est toujours mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. Mais après, il faut quand même savoir choisir quels sont les accompagnements. L'intérêt, c'est que ce pas des accompagnements qui sont invasifs, c'est-à-dire on peut choisir les modules qui nous intéressent et ceux qui nous concernent au moment où on les voit. Et au niveau de iPhD, ce qui est cool, c'est qu'il y avait une dimension un peu supplémentaire. Il y avait un temps qui était consacré à du coaching. Donc, c'est un peu la partie que je vous décrivais avant, sur faire émerger un moi entrepreneurial, connaître sa posture, sa position, quel type d'entrepreneur on veut être. Et à la suite de ça, il y a eu par exemple des personnes qui ont vu qu'elles n'étaient pas nécessairement faites pour être entrepreneurs, ou alors ne pas être CEO et plutôt être dans une posture de CTO parce qu'ils souhaitent rester dans l'univers de la recherche. Et donc, c'est des modules qui sont quand même intéressants, importants dans la vie personnelle et professionnelle de n'importe quel individu, et en particulier d'un entrepreneur. Il y avait d'autres ateliers qu'a évoqué Eya, des choses qui nous permettent d'avoir une vision. L'objectif, c'est de nous permettre d'avoir une vision 360 à 360 degrés des différents enjeux d'un entrepreneur, notamment d'un entrepreneur deep tech. Donc, on Mm. précise, c'est pas la même chose. Il y a des spécificités dans la deep tech. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que la deep tech, c'est des projets qui mobilisent de la R&D, donc de la recherche et du développement, et qui ont un go-to-market, c'est-à-dire un temps à partir duquel ils vont accéder au marché qui peut être assez long. Parfois, c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, parfois 10 ans pour des gens qui, par exemple, vont être dans le médical ou vont commercialiser des pesticides. Donc, c'est extrêmement long. Et entre-temps, il y a besoin de financement, il y a besoin de savoir à quoi s'attendre, en fait. Il y a des problématiques de propriété intellectuelle, des problématiques juridiques, des problématiques marketing, des problématiques de négociation, d'association avec des packs d'associés. Donc l'idée, c'est de nous nourrir un peu de tout ce qu'on peut rencontrer dans notre chemin d'entrepreneur et de nous donner certains outils qui nous permettent de nous aiguiller.
Donc voilà pour ce qui est de l'accompagnement IPHD, très chouette. C'était pas l'une de mes motivations au départ Ok, parce que j'étais accompagné de diverses manières. Et tu m'as parlé des dotations. Alors oui, avec IPHD vient aussi une bourse qu'on appelle la bourse French Tech, qui est une bourse de 30 000 euros. Alors ça ok. peut paraître pas grand-chose au départ, mais c'est énorme au début quand on commence et qu'on peut financer des premières prestats, des premières acquisitions de matériel. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça permet de faire avancer le projet au démarrage. Donc ça, c'était aussi une motivation pour candidater à IPHD, c'est sûr. Ok. Donc, ta motivation principale pour candidater, c'était la partie financement, tu dirais, ou Donc, je dirais principalement la partie ouais. financement, pour être tout à fait honnête. 30 000 Mhm. euros, encore une fois, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, notre métier, c'est d'alimenter en cash la machine pour qu'elle puisse Ouais. continuer et qu'on avance. Donc, ça fait partie du métier d'entrepreneur d'aller chercher les subventions, de participer à des concours et de lever des fonds de manière générale. Et le fait d'avoir des subventions fait qu'on peut ne pas se diluer trop vite en faisant une levée de fonds. Dans la vie d'un entrepreneur deep tech, on va faire une levée de fonds 3, 4 fois. Donc, vaut mieux que ça soit le plus tard possible. Et donc, c'est en ce sens que les subventions, il faut aller les chercher. Et la Mhm. bourse French Tech en fait partie. Et Ya, tu as également eu la bourse French Tech, toi également? Oui, sur la partie Oui, en finance. fait, nous avons déjà eu la validation par notre chargé d'affaires BPI. Nous ne l'avons pas encore activé parce que nous allons l'activer cette année, en fait, parce que D'accord. ça, c'est hyper important. En fait, le problème, c'est qu'au démarrage, on a très peu de fonds, alors Mm, il faut en fait dépenser de l'argent pour pouvoir créer. Et mm, la BFT personne physique de laquelle on bénéficie, en fait, ça permet de me donner à moi en tant que personne physique de l'argent pour me permettre de créer la société et mm, derrière d'avoir des fonds rapidement pour pouvoir engager toutes les démarches en fait initiales qui sont quand même importantes et derrière faire apporter aussi du financement pour la R&D. Donc les premières phases de R&D, les preuves de concept et tout ça. Donc les financements, c'est hyper important. C'est vraiment, je pense, la BFT est un élément important dans la stratégie financière après, quand on commence à s'orienter vers la création mm, d'entreprise et on est sûr que voilà, on est bien engagé sur cette voie. Sachant que moi, je pense que l'avantage vraiment principal du concours IPHD, c'est qu'à aucun moment, on nous fait signer un contrat au début, comme quoi on s'engage si on passe le concours quand on va créer une entreprise. Et dans mm, notre promo, comme a dit Yacine, il y a certains qui ont fait la formation, qui ont découvert que ce n'était pas spécialement pour eux. Et ça, c'est vraiment pouvoir tester mm, et en fait pouvoir découvrir et apprendre et grandir en fait dans cette idée, c'est vraiment hyper intéressant. Et ça, mm, c'est un bénéfice énorme parce que en comparaison avec toutes les autres formations à côté, toutes les autres formations, vous êtes plus ou moins engagé. Donc, quand on rentre dedans, on s'attend à ce qu'à la sortie, vous soyez entrepreneur et que vous ayez un business plan, etc. Avec IPHI, en fait, vous maturez cette idée. Et c'est vraiment ça ce qui est hyper mm. important. Donc, toi, tu retiendrais vraiment cette phase de test et de pouvoir tester plein de choses et possibilités en termes de retour, finalement, parce que j'imagine que de faire la démarche de candidater, peut-être vous pouvez nous expliquer aussi, est-ce que c'est fastidieux, en fait, de candidater? Concrètement, il y a un dossier. À quel moment il faut s'y prendre, comment vous l'avez préparé aussi, cette candidature. Je pense que ça serait chouette que vous puissiez nous partager ça. Euh, voilà, comment on fait si demain, par exemple, on a envie de candidater avant le 30 mars, c'est quoi les priorités Yacine, Vas-y, tu je me peux. lance. Alors, déjà, il y a pire comme dossier. C'est-à-dire Bon, alors déjà, c'est que... une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'au départ, je crois qu'à PhD, le dossier, il est constitué de 5 à 10 pages maximum. Je me souviens plus trop, On va mais remettre, voilà, hein, de c'est toute ça. façon, le C'est lien pour ça. télécharger. C'est Hein. ça. Donc, il y a de mémoire deux grosses sections qui sont importantes, notamment l'état de l'art et comment on situe notre techno. Donc ça, c'est super important. C'est sur ça principalement qu'on va être jugé. Et aussi, il faut avoir une vision plus ou moins business de comment on va s'insérer, comment on va insérer ces technos et la faire rencontrer un marché. Donc, quand je disais qu'il y a pire, là aujourd'hui, avec Aya, on prépare aussi un dossier iLab qui est fait de 30 pages, qui est fait d'annexes financières, qui est fait de plein de. Il faut avoir un pitch deck, il faut avoir plein de trucs qui sont prêts
Alors qu'à IPHD, franchement, c'est en 5 pages, on fait une petite vidéo, on la tourne d'1 minute 30 et on balance. Au pire des cas, si vous gagnez, vous pouvez vous désister si ça ne vous intéresse pas. Mais en tout cas, que vous gagnez, ça vous donnera de la visibilité, du crédit, parce qu'au départ, on n'est pas connu, personne ne nous connaît. Donc, quand on gagne, on reçoit un courrier quand même du Premier ministre qui vous adresse un diplôme et qui vous dit bienvenue dans la communauté, dans la famille des gens fortement innovants. Ça fait toujours plaisir, peu importe ce qu'on pense de la politique, mais c'est quand même un élément gratifiant dans la vie d'un entrepreneur. Et n'hésitez pas aussi à vous faire relire. C'est-à-dire qu'au départ, comme je vous ai dit, quand vous venez de la recherche, ben, vous n'avez pas nécessairement les codes du monde de la startup. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un go-to-market, vous ne savez pas ce que c'est qu'un MVP, vous ne savez pas ce que c'est qu'un call to action. Enfin, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas qui sont totalement nouvelles. Et donc, demander à quelqu'un qui connaît un peu les dossiers, ça peut être dans la SAT, ça peut être dans le Startup Studio, ça peut être dans des incubateurs, qui puissent vous relire et vous challenger sur certaines parties. C'est le conseil principal que je donnerais. Et de dire aussi que ce n'est pas un dossier super compliqué si vous vous donnez les moyens. Et même si vous vous ratez, le fait d'avoir formalisé tout ça et de structurer votre idée et de construire un pitch deck, eh ben, c'est très formateur, peu importe l'issue de ce concours. Je suis tout à fait d'accord. Laissez jamais à la dernière minute. Alors, moi, je suis convaincue que ce dossier, il est complètement faisable en 1 semaine. Et là, on est large. Mais ne laissez pas la dernière semaine parce qu'il y a quelque chose. En fait, 1 semaine de travail intensif à la fin n'est pas équivalente d'1 semaine de travail qui est répartie sur 1 mois, avec des heures par-ci, des heures par-là, parce qu'en fait, pendant que vous rédigez, même quand vous n'êtes pas en train de rédiger, en fait, ou pensez à votre dossier, vous réfléchissez à votre projet et il y a en fait quelque chose qui va se déclencher dans votre cerveau. Vous allez commencer à voir les choses différemment. Et cette maturation, vous allez voir, en fait, le dossier n'est pas construit de la même manière. Donc, en plus, quand vous anticipez cette phase, en fait, vous avez le temps, comme Yacine a dit, d'avoir des relectures. Et ça, c'est très important parce que vous allez vite vous rendre compte, vous savez écrire en scientifique, langage scientifique, je suis sûre que tout le monde, en faisant une thèse ou sortant d'une thèse, c'est écrire en sciences. Par contre, écrire en sciences business ou en business science, en fait, c'est un autre monde. Et vulgariser, à quel niveau situer la vulgarisation sans complètement dénaturer la techno, en fait, ça aussi, ça s'apprend. Et ça aussi, il faut que vous ayez en fait la maturité. Donc, entre le moment où vous commencez à rédiger votre dossier et le moment où vous le déposez, il faut quand même, moi je pense, 1 mois minimum pour pouvoir réfléchir et le faire tranquillement. Plutôt que vous le faites, c'est mieux parce que vous allez vous rendre compte que, en fait, moi, par exemple, en rédigeant le dossier iLab, on a 2 mois depuis l'ouverture du dossier en fin novembre. En fait, les idées que j'ai eues déjà au début de ce mois-ci, il y a plein de choses qui ont changé. J'ai eu pas mal de corrections. Ça vous fait avancer dans votre projet. Ça vous fait réfléchir sur ce que vous voulez faire et sur comment vous voyez en fait l'évolution de votre projet d'entreprise et votre projet de porter votre technologie ou cette technologie-là, ce projet-là. Donc vraiment, le plus tôt, c'est le mieux, mais tentez. On n'aura jamais un projet parfait. Moi, je n'ai même pas envie de relire mon dossier à PhD parce que là, j'ai tellement grandi depuis que en fait, ça me paraît tellement superficiel ce que j'avais fait. C'est ça, c'est vraiment ça. Mais en fait, pensez que ça ne sera jamais parfait, mais si c'est fait, c'est déjà bien. Et ça vous donne une chance de candidater et ça, c'est super important. Il n'y a aucun dossier qui est parfait. Je pense que si tout le monde, si on vous donne 1 mois, si on vous donne 3 mois, vous dites oh, c'est déjà mieux qu'1 mois. 1 an, c'est encore mieux que 3 mois. Mais non, à un moment, il faut le faire et faites-le. Oui, il faut trouver un juste milieu entre s'accorder du temps nécessaire, comme tu disais, à poser les graines en fait de cette démarche entrepreneuriale et de se faire relire, de se faire accompagner, d'avoir un regard business sur le discours. Et en même temps, de ne pas non plus prendre trop de temps, puisqu'après, on risque de procrastiner et peut-être de ne jamais oser l'envoyer, alors que finalement, on a l'impression, au regard de ce que vous êtes en train de nous dire, qu'il faut tenter, il faut le faire sérieusement, mais qu'il ne faut pas se priver de le faire, qu'à la clé, il y a à la fois un accompagnement, il y a aussi un développement de sa posture entrepreneuriale.
La Est-ce que visibilité. ouais, tu peux nous en dire aussi sur ça? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a apporté maintenant avec un petit peu de recul? Voilà, aujourd'hui, entre vous en tant que porteur et sur l'aspect aussi projet, finalement, comme tu disais, EA, j'ai l'impression que si je relis ma présentation, ça serait vraiment assez jeune dans le discours. Donc, en termes d'évolution, j'imagine que ça doit être important et vous pouvez l'estimer aujourd'hui peut-être dans les retours que vous avez, dans les présentations que vous faites. Tout à fait, tout à fait. En fait, mais ça, c'est vraiment c'est l'accompagnement. En fait, on est en train, on va dire, d'escalader une falaise qui est très, très, très haute, très compliquée. Mais en Sinon fait, on se rend d'obstacle. compte après. C'est ça, c'est ça. En fait, on se rend compte, moi, quand je regarde ce que je faisais il y a un mois, j'ai appris plein de choses. Et c'est bien, parce qu'en fait, ça montre qu'il y a une augmentation, qu'il y a vraiment une prise en compétence. Vous êtes, il y a une acquisition d'un savoir, de compétences, d'un réseau qui sont Un importants. métier, en fait. On se rend compte que c'est aussi C'est un ça. métier. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça et c'est génial. En fait, si je relisais là mon dossier et que je me rends compte, je me dis: «Ah vraiment il est bien», je serais triste parce que ça veut dire que j'ai pas appris grand-chose et ça c'est vraiment triste de stagner. Mais en fait, ça, vous allez pas pouvoir, réussir à stagner même si vous vous acharnez à stagner, vous allez pas stagner. Avec l'accompagnement, avec tout le réseau qui vous pousse, en fait, vous ne pouvez qu'avancer et c'est impressionnant ce qu'on peut apprendre, en fait, grâce à ce dossier, il faut le faire. C'est vraiment une opportunité, je pense, vous perdez rien. C'est pas si moi je travaillais sur ce dossier un tout petit peu tous les soirs après le labo, parce que j'avais mes manips, j'étais Mm, embauchée en tant que chercheur encore, dans le cadre de la maturation de ma techno. Donc toute la mm. journée, je faisais mes manips au labo et en fait, c'était quelques heures, tous les soirs en fait et c'est ça qui a permis de construire le projet. Pareil, il faut en parler, aux gens. Donc, parler avec, les autres chercheurs du labo, avec, vos amis. En fait, ça vous permet de maturer, de réfléchir, en fait et ça, je pense, en tant que prof, Yacine, pourra peut-être, en dire plus sur l'apprentissage par la transmission. Oula, tu me places dans un contexte. Et pour rebondir à ce qu'on disait juste avant, pour moi, c'est difficile de quantifier concrètement l'impact d'un concours sur la suite, parce que, encore une fois, on apprend de plein de sources différentes, et donc difficile de dire, voilà, ça, je le tiens de là, etc. Mais disons que l'accompagnement, c'est sûr que ça offre quelque chose de positif et qui vous permet de grandir en tant qu'entrepreneur. Moi, je garde aujourd'hui plein d'ateliers en tête qui m'ont quelque part appris des choses que je ne savais absolument pas. Je garde aussi la communauté qu'il y a derrière. Donc là, par exemple, avec EA, on fait partie d'un Slack, on fait partie d'un groupe WhatsApp qui nous permet de nous entraider entre tous les entrepreneurs. On est peut-être une quarantaine. Et donc, quand on a une question, on la pose là, et puis on a des retours, soit des gens expérimentés, soit des gens qui ont déjà gagné un concours. Par exemple, sur iLab, on a des questions. Donc, on va pouvoir capitaliser sur toutes ces connaissances et créer un espace d'entraide. Et ça n'a pas de prix. L'entrepreneuriat, c'est une falaise, c'est un truc semé d'obstacles et d'embûches, et il ne faut pas s'isoler. Si on est isolé, on risque de tomber et de se retrouver en bas de la colline. Mais si on est entouré de gens à qui on peut parler, ne serait-ce qu'avoir une écoute, ne serait-ce que se dire qu'on peut parler de ça à quelqu'un, eh ben, ça soulage un peu l'esprit et ça vous permet de focaliser sur l'essentiel. Dernier point pour moi qui est très motivant et qui peut avoir des impacts, c'est la visibilité nationale Ouais. et le crédit. Donc, vous êtes quand même, vous êtes lauréat, vous intégrez une famille des lauréats d'un concours d'innovation. Et vous êtes baqué quelque part par le ministère de la Recherche, par la BPI, par le ministre qui vous envoie un diplôme. Enfin, en tout cas, c'est pas rien. Quand vous êtes au départ, c'est pas rien. Ça vous donne de la visibilité. Ça vous servira aussi à convaincre d'autres gens. Parce que quand vous allez voir un cofondateur, vous ne pouvez pas bâtir un projet tout seul. Ça, on est d'accord, encore moins dans la deep tech. Il faut des associés avec des profils variés et complémentaires. Et donc, comment les convaincre, ces gens-là? C'est pas la même chose que de dire, OK, je suis lauréat d'un concours, c'est baqué par la BPI, par le ministère de la Recherche. C'est pas juste, je te donne un truc et je te dis, crois-moi sur parole.
ça montre que vous avez fait des choses, ça montre de la crédibilité. Et ça convainc aussi les futurs partenaires, que ce soit des cofondateurs, des fonds d'investissement, des organismes de financement. Ça pèse dans la balance. Et donc, avec des petites actions comme ça, je pense que c'est comme ça qu'on construit un trajet entrepreneurial étape après étape. Et on peut voir le trio des concours iPhD, iLab et iNov comme des niveaux qui correspondent à des niveaux de maturité de l'entreprise. Et l'objectif, c'est de rester vivant suffisamment pour avoir iNov aussi et démontrer d'attraction et grandir comme ça avec ces concours. Ok. Tu peux nous en parler un petit peu du coup d'Inov, puisque vous avez abordé le sujet, donc alors iNov, c'est encore prématuré, c'est iLab plutôt. iLab, ok, ouais, qui est sujet un peu sur le feu là. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Je pense que iPhD, l'objectif, c'est juste de détecter au départ des chercheurs qui ont pour vocation de devenir entrepreneurs. Okay, donc, on veut les incentiver, leur donner des outils, les encourager à le faire. iLab, on est beaucoup plus dans le concret. On est dans une entreprise qui est plus ou moins, qui a des collaborateurs, même si c'est ouvert à des entreprises non encore créées, mais je pense que la majorité des boîtes sont quand même à un niveau de maturité pour lequel on peut remplir ce dossier. Et puis, l'objectif, ce n'est pas 30 000 euros, c'est une subvention qui va jusqu'à 600 000 euros. Donc là, ça vous permet de financer une grosse partie de votre R&D, de faire passer votre techno d'un point A à un point B, plus évolué. Ça, on n'a pas encore fait de preuve marché, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore prouvé que notre solution va trouver un marché, etc. On n'a que des estimations de chiffres, des prévisions. iNov, qui va venir un peu plus tard, c'est quand la boîte a déjà montré sa traction, qu'elle a déjà dominé une forme de niche, qu'elle fait déjà du chiffre d'affaires et qu'elle veut scaler, agrandir sa population et passer à d'autres niches. Voilà, pour les trois, Okay. comme ça, si je l'avais situé au niveau de maturité correspondant. Ok. Et en termes de chronologie, par rapport au moment du dépôt du dossier, quelles sont les étapes un peu suivantes une fois que vous avez candidaté? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais candidaté l'année dernière. Je ne sais pas, Aya, si c'était ton cas aussi. Pour le iLab Pour le iLab, oui. Pour le iLab, je candidate cette année. C'est la première fois que je candidate. Donc, je te laisse partager ton expérience. En gros, comment ça se passe? Vous avez 3 jurys. Vous avez une partie régionale qui va étudier votre dossier Ensuite, vous allez être sélectionné à une autre étape où si vous êtes retenu, on va vous passer des tests de personnalité qui vont vous permettre de savoir votre type de profil entrepreneurial et quel type de manager vous êtes. Donc, ça fait à la fois un questionnaire de 85 questions, mais à la fois aussi un entretien avec un coach qui permet de voir en gros la concordance entre votre projet et votre profil. Et puis ensuite, vous passez devant un jury qui est fait de spécialistes dans votre domaine et d'une personne qui fait de la compta et qui est du domaine financier. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez une note et vous passez devant un jury national qui, lui, décide de garder les projets lauréats. Et une fois qu'on a fait ça, il y a encore, je crois que c'est au niveau ministériel qu'on décide des enveloppes associées à chaque projet. Donc, c'est jusqu'à 600 000, mais en moyenne, les gens perçoivent 200, 300, 400 000. Et puis, si vous êtes lauréat, quelques mois plus tard. Okay. Donc, c'est pareil, c'est un gros dossier d'une 30aine de pages, des annexes financières, une petite vidéo d'1 minute 30 où il va falloir être le plus punchy, le plus synthétique et donner le plus envie possible. Et après, il y a un oral. Du coup, la partie com, apparemment sur le concours PhD, il y a pas mal de vidéos, on voit de kits de com, etc. Est-ce que c'est vraiment des outils que vous avez pu réutiliser? Comment ça se passe en fait? C'est réalisé par des professionnels? Déjà, pendant l'accompagnement et PhD, on a pu bénéficier en fait d'un kit vidéo qui était à chacun. Donc, il y a nos vidéos déjà sur YouTube qui sont enregistrées par des professionnels, éditées par des professionnels. Il y a un accompagnement pour aider dans le pitch au cours de la vidéo. Donc, on commence déjà à se familiariser par rapport à la vidéo, sachant qu'aujourd'hui, je pense, entrepreneur, il n'est pas possible de grandir et de pouvoir de convaincre des gens sans avoir recours à la caméra.
Donc ça, déjà, ça commence un peu à familiariser devant la caméra, la posture et tout ça. Donc avec iLab, il y a deux possibilités. Soit vous faites vous-même la vidéo, soit dans mon cas, c'était l'incubateur qui a amené des pros. Et en fait, on a tourné une vidéo, sachant que les vidéos doivent tout avoir plutôt le même format, donc face caméra. Donc l'objectif, c'est de montrer votre posture entrepreneuriale et montrer en fait et donner envie, comme Yacine a dit, de découvrir votre dossier et de pouvoir un peu le lire et le comprendre. Ok. Et vous avez vous avez été invité, par exemple, sur des émissions où vous avez eu des articles, des choses un peu de médias, peut-être que vous aimiez beaucoup, en termes de Alors, retombées moi, concrètement, j'ai ça a donné quoi? participé à un podcast qui a eu certaines retombées positives, des gens qui sont revenus vers moi en parlant de ce podcast-là. Je sais qu'au moment où d'être lauréat, j'avais fait un post LinkedIn qui a fait quand même une trentaine de milliers de vues. Donc, ça donne quand même du poids, ça fait parler de vous, en fait, tout simplement. Et il y a des gens donc, là, qui vont connaître le projet, qui vont revenir vers vous. Ça peut être des gens qui veulent travailler pour vous, ça peut être des gens qui veulent rejoindre l'aventure en tant qu'associé ou en tant que business angel. Donc ça ouvre quand même les voies et ça vous donne une opportunité de parler, de vous exprimer, de défendre votre point de vue et de donner envie, comme a dit hier. Ok. Moi, j'ai une question pour Yacine, en fait. J'aimerais savoir si, parce que tu nous as expliqué qu'il y a une brique technologique dans ton projet. Je voulais savoir si, en termes de valorisation de la recherche, en fait, si tu avais déjà travaillé sur la pédagogie des mathématiques ou si tu travaillais plutôt sur la brique technologique. En fait, comment tu as agencé ces dimensions pédagogiques du projet que je trouve super intéressantes avec la dimension des valorisations, parce que c'est assez rare. Alors, le projet, comment je le présentais à l'époque, c'était d'abord de mettre en avant l'innovation technologique en Okay. parlant de ce système pédagogique intelligent qui est basé sur des algos d'intelligence artificielle, mais qui sont suffisamment génériques pour se prêter à différents types de pédagogie qu'on met en place. Donc, j'ai d'abord travaillé sur le cœur technologique IA avant d'attaquer le cœur technologique pédagogique strictement parlé. Pour ça, j'ai attendu d'avoir un responsable produit qui est expérimenté, qui est devenu mon associé dans le projet et qui, lui, est en charge de vraiment faire en sorte que la techno colle à des usages pédagogiques qui font sens, que ce soit pédagogique ou didactique. Est-ce que tu peux nous avouer que finalement tu avais un prof de maths horrible, comme beaucoup d'entre nous, qui t'a traumatisé et que tu as voulu changer, en fait, quelque part, avoir une influence positive sur la façon d'enseigner les mathématiques? Finalement, c'est quoi ton Alors, histoire vraiment? c'est pas mon cas nécessairement. Moi, j'ai eu la chance d'être tombé dans les mathématiques en étant petit. Je suis né dans une famille de matheux. Mon père est prof de maths, mes deux frères sont ingénieurs et moi, je suis le plus petit de la bande. Donc, j'ai baigné dans cet univers-là. Et au contraire, le cours de maths, c'était là où je m'amusais le plus. Et je pouvais constater que c'était pas du tout le cas de tous mes autres compatriotes de l'époque et que ce truc-là perdurait par la suite. Et quand je suis devenu enseignant, ben, j'ai pu le voir d'un autre prisme. J'ai pu me rendre compte de la disparité de niveau entre les élèves, du fait que la plupart des élèves sont anxieux quand vous parlez même d'une équation, alors qu'on bien même quand vous parlez d'une énigme, eh bien, ce n'est pas les mêmes émotions qui sont déclenchées. Quand on vous donne une énigme, on a envie d'y répondre, il y a une curiosité naturelle. Et quand on vous donne un problème de maths, ben, c'est tout de suite l'angoisse parce que on a eu une expérience éducative qui nous a un peu traumatisés, comme tu dis. Et l'idée, c'est justement de proposer une façon alternative complètement, de repenser le modèle, de faire de la personnalisation, parce qu'on ne peut pas enseigner les maths de la même manière pour tous. C'est juste impossible. Il y a plein de gens qui vont rester sur le carreau et qui ne vont pas prendre le wagon pour aller vers des études supérieures ou accéder à des métiers qui vont tout de suite sortir de ce qu'ils envisagent. Donc, c'est ça qu'on veut répondre, c'est ça la problématique à laquelle on veut répondre, c'est redonner le goût des mathématiques et permettre à chacun en fait de développer son goût, son amour pour les maths et quelque part aussi son esprit critique. Donc il y a ces valeurs-là derrière le projet. On veut pousser les élèves à développer leur autonomie intellectuelle et à appréhender les concepts mathématiques d'une manière un peu plus sereine que ce qu'ils n'ont eu à l'école.
Et par exemple, quand tu as fait ta phase de bêta-test, tu as des retours d'expérience sur peut-être des jeunes qui à la base étaient vraiment très en difficulté avec l'apprentissage des maths et qu'il y a une progression, qu'il y a un changement, un pivotage, quelque chose. Alors, la phase de test, la phase de bêta-test, elle est en cours. C'est-à-dire Ok. enfin, elle n'est même pas en cours, pardon. On a lancé les inscriptions pour la phase de bêta-test. D'ailleurs, j'invite les gens à se rendre sur le site mathflow.ai. S'ils veulent nous aider à construire l'application et à apporter les modifications qu'il faut pour qu'on soit prêt à la rentrée prochaine, n'hésitez pas à vous inscrire et à nous faire remonter un maximum de bugs, de suggestions, de retours. Tout ça nous est extrêmement profitable. Mais pour répondre à ta question, Magali, on a plutôt fait ce qu'on appelle des focus group, c'est-à-dire qu'on réunit des élèves, on leur présente l'expérience auquel ils vont se prêter avec Mathflow et on voit si ça leur parle, si ça leur donne envie. L'objectif pour nous, c'est déjà de donner envie au départ de venir sur une appli de maths, parce que c'est une matière difficile à engager. Donc, il faut inventer un univers, il faut que ce soit suffisamment attractif. Et puis ensuite, notre deuxième enjeu, que celui-là, on ne peut pas encore le valider tant qu'on n'a pas lancé le produit, c'est tout ce qui est la rétention. Donc, on veut que les élèves soient dans une expérience où ils se sentent responsabilisés, engagés, qu'ils reviennent un peu tous les jours faire 10-15 minutes d'application de maths. Et notre promesse, c'est là-dedans. Si vous êtes régulier avec nous, on vous proposera un chemin qui vous amènera là où vous souhaitez aller, peu importe d'où vous partez. Ok. Donc concrètement, si aujourd'hui on veut t'aider, tu nous invites à venir nous inscrire sur ta plateforme et si on a des bêta-testeurs ou bêta-testeuses en scope à te Ravi. Si vous mettre. avez des adolescents, Ok, super. Et donc je serai ravi. finalement, cette phase de test, tu envisages après un lancement officiel à quel moment quand est-ce qu'on pourra vraiment utiliser ta Alors, plateforme? on espère qu'on va réussir à lancer quelque chose à la rentrée prochaine, donc septembre-octobre 2023. Et on va attaquer le programme de la troisième, donc une année charnière entre le collège et le lycée, une année aussi où les élèves sont beaucoup plus engagés parce qu'ils ont un concours, ils ont le brevet à l'issue. Et ensuite, notre but, c'est de démontrer suffisamment de traction marché, de démontrer qu'il y a vraiment un attrait pour pouvoir préparer une levée de fonds et élargir la couverture du programme au collège, au lycée et pourquoi pas à l'international. Ok. Donc là, c'est ton sujet principal dans tes objectifs 2023. C'est quoi ta roadmap pour 2023, qui est déjà engagée, hein, cela dit, mais Bah, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc il y a plusieurs volets, hein, mais on avance un peu en parallèle. Il y a des enjeux marketing, il faut construire une communauté sur les réseaux sociaux, réussir à transmettre notre vision, notre mission, notre pédagogie juste à travers les réseaux sociaux. Donc j'invite aussi des gens à potentiellement nous suivre sur Instagram ou sur LinkedIn. On essaie de communiquer de manière un peu plus régulière en ce moment. Le but étant de préparer le lancement pour que quand on lance le produit, on ait suffisamment de gens qui puissent se connecter et qui aient déjà connu le projet. Donc la grande étape, c'est quand même de choper la rentrée prochaine et d'avoir une base d'utilisateurs intéressés et qualifiés. ok. Et pour toi, il y a du coup tes objectifs, les points très importants de cette année 2023. Cette année 2023, ça va être vraiment la création, le démarrage, ce qui vont être quand même relativement important. C'est aussi de pouvoir structurer la levée de fonds, parce que dans mon domaine, de toute façon, la levée de fonds, c'est le démarrage. Vu que ça consomme beaucoup, la R&D, c'est vraiment un gouffre de fonds et à un moment, bien sûr, la valeur ajoutée va permettre une valorisation beaucoup plus importante. Mais aux premières étapes, il faut vraiment aller chercher des fonds. Donc, ça va être la structuration de la levée de fonds, la levée de fonds. Ça va être aussi de s'entourer des bons acteurs parce qu'il faut continuer à réseauter, il faut continuer à travailler sur les différentes subventions qu'on peut avoir, structurer aussi la stratégie financière pour pouvoir optimiser vraiment le démarrage, sachant que les premières années de vie de l'entreprise, c'est vraiment hyper important pour son succès derrière. Sachant qu'aujourd'hui, si vous lancez une entreprise pendant 2 ans, relativement, elle est bien. Elle peut survivre pendant 2 ans. Mais pour suivre après, en fait, il faut que les 2 ans soient bien optimisés et bien planifiés et que vous entourez des bonnes personnes. Donc, c'est vraiment ça qu'on est en train de faire actuellement. Ok.
Et si on veut te suivre, on se connecte à toi sur LinkedIn. Tu as des réseaux sociaux aussi. Sur LinkedIn, je suis sur LinkedIn, donc c'est principalement, j'y suis régulièrement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, je réponds. J'utilise régulièrement. On a aussi la page du projet qui sera la page de l'entreprise, donc Albupad sur LinkedIn. Donc, vous pouvez aussi regarder pour voir un peu là où on est. Voilà. Okay, parfait. Alors, je vois l'heure qui tourne. C'est passé extrêmement vite. On arrive bientôt à la fin. On aimerait vraiment passer plus de temps à papoter. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos partages. Peut-être en conclusion, je vais vous laisser peut-être nous dire finalement les derniers conseils que vous auriez à partager aux futurs entrepreneurs, chercheurs déjà qui ont envie d'entreprendre, premièrement, et ensuite peut-être plus concrètement sur la partie concours. Bon, vous l'avez abordé tout à l'heure, mais finalement spontanément la petite to-do list ou les petits derniers conseils que vous pourriez nous partager. Moi, le premier, ce serait juste de dire aux gens de se lancer, de faire le concours. Ils perdent absolument rien à le faire. C'est extrêmement structurant. Si vous gagnez, c'est du win avec plein de répercussions positives. Si vous gagnez pas, bah, ça vous fait de l'entraînement et une structuration de pensée et une clarification de votre pensée et de votre business. Donc, premier conseil. Deuxième conseil, sortez de cette dichotomie en disant qu'il y a le monde de la recherche qui est pur et le monde de l'entrepreneuriat qui a un côté un peu obscur où on cherche la profitabilité. C'est faux. Enfin, ça dépend comment on fait de l'entrepreneuriat, mais je pense que comme Eya et comme pour tous ceux qui ont été lauréats l'année dernière, il y a une mission derrière, il y a un enjeu. On souhaite avoir de l'impact sur la société, changer concrètement les choses. Donc l'entrepreneuriat, c'est aussi une forme de rébellion, c'est aussi de dire non, les choses ne devraient pas se passer comme ça. J'ai une solution potentiellement qui peut améliorer le destin de dizaines de milliers, de centaines de milliers, voire de millions de personnes. Et ça, je pense qu'on a de plus en plus besoin d'entrepreneurs. Donc lancez-vous, on est bien, on apprend tellement de choses et ce n'est pas plus risqué que ça. Il y a plein de débouchés possibles. Vous allez devenir une meilleure personne, grandir personnellement, professionnellement, peu importe si votre projet réussit ou pas. Donc lancez-vous. Oui, donc en résumé, pour toi, c'est vraiment le parcours qui est intéressant. Alors, effectivement, c'est la cerise sur le gâteau d'arriver à finalement construire l'entreprise et vous avez tous les deux, comme beaucoup de vos collègues, un projet qui a un impact et qui a du sens et qui sont en lien avec à la fois vos valeurs personnelles, vos histoires et vos travaux de recherche, évidemment. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est de ne pas hésiter, de lâcher le bord de la piscine et qu'on a tout à y gagner finalement, de se faire confiance et puis d'aller peut-être se connecter avec toutes ces communautés d'entrepreneurs qui est là pour booster, donner des conseils. Voilà. Et il y a du coup ta conclusion à toi et tes conseils. Ma conclusion, c'est de dédramatiser en fait. C'est vrai que c'est un concours, c'est vrai que carrière, on arrive, surtout quand vous arrivez à faire la fin de votre thèse, il y a plein de trucs, des mots un peu qui font peur. Il faut dédramatiser. Il faut dédramatiser si vous pouvez. Enfin, le risque, ça fait peur, mais le risque aussi, c'est bien. Tous les jours, vous vous levez le matin en prenant un risque qui est de sortir dans la rue. Donc, en fait, et d'aller rejoindre votre travail ou d'aller rejoindre votre labo. Donc, dédramatiser, c'est un dossier. Les problèmes que vous rencontrez, tout le monde rencontre. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y a des milliers de personnes qui réussissent et pas vous. Donc, allez-y. Super. Merci infiniment. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour tous les deux. On n'a aucun doute que les choses vont très très bien se passer. On aura plaisir à suivre votre évolution et à participer à votre projet à notre façon. Dans tous les cas, si vous voulez
revoir les précédents épisodes. N'hésitez pas à vous connecter sur la chaîne. Comme je le disais en amont, on reste tous en contact. N'hésitez pas à contacter Yacine et Ya via leur compte LinkedIn pour leur poser d'autres questions, peut-être plus en individuel, si certains ou certaines n'ont pas eu l'occasion de se connecter. En tout cas, l'épisode sera en replay. Et puis, voilà, nos pépites sont là aussi pour toute question, n'hésitez pas. Voilà. Et en tout cas, vous avez réussi à motiver. Il y a Quentin, avant de partir, qui nous a dit merci beaucoup pour toutes ces présentations, ça me motive. Donc voilà, on a peut-être converti quelqu'un comment dirais-je, à oser entreprendre ou à poursuivre ses démarches, en tout cas. Super, merci Magali. Merci Aya pour ton merci à vous témoignage deux. aussi. C'était agréable. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.